Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. La pluie argentée tombe sans fin, mais le jeune couple, amant, ami, est à l'abri et au sec sous le parapluie bleu d'une certaine Debbie. Cette fois, Hodges remarque que c'est le garçon qui est en train de parler. Les yeux de la fille sont légèrement écarquillés, comme de surprise. Peut-être qu'il vient de la demander en mariage. Jérôme tire Hodges de ses rêveries romantiques comme on éclate un ballon. On dirait un site porno, non? Et peux-tu me dire ce qu'un futur étudiant de l'Ivy League comme toi sait des sites porno? Ils sont dans le bureau de Hodges, assis côte à côte devant la page d'accueil du parapluie bleu de Debbie. Odell, le setter irlandais de Jérôme, est couché sur le dos derrière eux, les pattes arrière écartées, la langue pendouillant d'un côté de la gueule, le regard fixé au plafond, dans un air de contemplation béate. Jérôme a dû l'emmener en laisse, mais seulement parce que c'est la loi dans les frontières de la ville. Odell est suffisamment bien élevé pour ne pas traverser la rue, et il est aussi inoffensif pour les passants que peut l'être un chien. J'en sais autant que vous et que n'importe quel propriétaire d'ordinateur, répond Jérôme. Dans son pantalon kaki et sa chemise de jeune premier boutonnée jusqu'au cou, avec ses cheveux frisés coupés ras, Hodges lui trouve un air de jeune Obama, en plus grand seulement. Jérôme mesure presque 2 mètres, et autour de lui flotte une odeur agréable d'après-rasage Old Spice, un léger parfum de nostalgie. Les sites porno sont plus nombreux que des moucherons écrasés sur un pare-brise. Sur n'importe quelle page Internet, il y a un lien qui s'ouvre, impossible d'y échapper. Et ce sont généralement ceux qui ont les noms les plus anodins qui sont les plus malsains. Malsains comment? Le genre de contenu qui peut vous mener tout droit en tôle. Pédophilie, tu veux dire? Ou torture? 99% des délires sadomaso sont simulés. Le pourcentage restant... Jérôme hausse les épaules. Et comment tu sais tout ça? Jérôme lui lance un regard droit, franc et honnête. Rien de surjoué, juste sa façon d'être à lui. Et c'est ce que Hodges aime chez ce gamin. Ses parents sont comme ça aussi. Et même sa petite sœur. Monsieur Hodges, tout le monde le sait. Tout le monde de moins de 30 ans, d'accord. À l'époque, les gens disaient qu'il ne fallait faire confiance à personne de plus de 30 ans. Jérôme sourit. Je leur fais confiance, mais en matière d'ordinateur, la grande majorité d'entre eux n'y connaissent absolument rien. Ils maltraitent leurs ordis et s'étonnent ensuite qu'ils déconnent. Ils ouvrent des pièces jointes non sécurisées. Ils vont sur des sites comme ça, et tout d'un coup, leur ordinateur se prend pour HAL 9000 et se met à télécharger des tonnes de photos de prostituées mineures ou des vidéos de terroristes en train de décapiter des gens. Hodges était sur le point de demander qui est HAL 9000, on dirait un nom de gang. Mais le truc sur les vidéos de terroristes le dévie complètement de sa question initiale. Ça existe vraiment? Il paraît. Et après, Jérôme fait mine de frapper du poing à une porte invisible. Toc toc toc, sécurité intérieure, ouvrez! Il pointe maintenant un doigt en direction du couple sous le parapluie. D'un autre côté, c'est peut-être en effet rien d'autre qu'un site de rencontre pour timides. Vous savez, un site pour célibataires, quoi. Sans déconner, il y a plein de gens qui cherchent l'amour sur Internet de nos jours. Voyons voir ça. Il tend la main vers la souris, mais Hodges lui agrippe le poignet avant qu'il ne puisse l'atteindre. Jérôme le regarde d'un air perplexe. « Pas sur mon ordinateur, » dit Hodges. « Sur le tien. Si vous me l'aviez demandé, j'aurais amené mon portable. » C'est bon, tu feras ça ce soir. Et si par malheur tu déclenches un virus qui te désintègre tout ton système, je te dédommagerai du prix d'un œuf. Jérôme lui lance un regard de condescendance amusée. « Monsieur Hodges, j'ai le meilleur antivirus qui existe, et le 2e meilleur en renfort. La moindre bestiole qui essaie de s'introduire dans mon système se fait écraser illico. » Peut-être que cette bestiole-là ne s'introduira pas pour manger, dit Hodges. Il repense aux paroles de la sœur de Mrs. T. C'est comme si ce type la connaissait. Mais pour observer. Jérôme n'a pas l'air inquiet. Il a l'air surexcité. Comment vous êtes tombé sur ce site, monsieur Hodges? Vous reprenez du service? Vous êtes genre sur un dossier? Pete Huntley n'a jamais autant manqué à Hodges qu'à l'instant présent. Un partenaire de tennis avec qui faire quelques échanges. Mais des échanges de théories et de suppositions.
pas de petites balles jaunes poilues. Il ne doute pas une seule seconde que Jérôme puisse remplir cette fonction. C'est un garçon intelligent, avec un don assuré pour la déduction. Mais il ne sera en âge de voter que dans 1 an, et d'acheter son premier verre d'alcool que dans 4. Et tout ça pourrait être dangereux. « Jette juste un petit coup d'œil au site pour moi, » dit Hodges. « Mais fais quelques recherches sur le net avant. Vois ce que tu peux trouver comme information. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si le site existe vraiment, » le coupe Jérôme, faisant preuve encore une fois d'un remarquable esprit déductif. « S'il a un historique, en quelque sorte. Vous voulez être sûr que ce ne soit pas un site bidon conçu spécialement pour vous. Tu sais, tu devrais arrêter de faire l'esclave pour moi et te trouver un boulot dans une de ces compagnies de dépannage informatique. Tu te ferais certainement bien plus de fric. D'ailleurs, n'oublie pas de me dire combien je te dois pour tout ça. » Jérôme est offensé, mais pas par l'offre de rémunération. Ce genre de boulot, c'est pour les geeks asociaux. Il se penche en arrière pour gratter le pelage roux foncé d'Odell. Le chien remue la queue en signe de reconnaissance, même s'il préférerait probablement un sandwich au steak. Comme ceux qui se baladent en coccinelle noire, on peut pas faire plus geek. Et les autres, Discount Electronics, vous voyez qui c'est? Oui, répond Hodges en repensant à la pub qu'il a reçue en même temps que la lettre anonyme. Ils ont dû aimer l'idée, parce qu'ils proposent exactement les mêmes services, sauf qu'ils se font appeler la cyberpatrouille et que leurs coccinelles sont vertes au lieu de noires, et qu'ils sont mucho indépendants. Faites un tour sur Internet, et vous en trouverez au moins 200 répertoriés rien que dans l'agglomération. Je pense que je vais me contenter des corvées, monsieur Hodges. Jérôme ferme le site du parapluie bleu de débit et revient au fond d'écran de Hodges. Une photo d'Ellie quand elle avait 5 ans et croyait encore que son papa était Dieu. Mais je prendrai mes précautions, ne vous inquiétez pas. J'ai un vieux iMac dont je me sers plus dans mon placard. Il y a qu'Atari Arcade dessus et 2-3 autres vieilleries. Je ferai mes recherches dessus. Bonne idée. Ce sera tout pour aujourd'hui? Hodges s'apprête à dire non, mais il est toujours perturbé par la Mercedes volée de Mrs. T. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il le pressentait déjà à l'époque et le pressent encore plus fortement aujourd'hui, à tel point qu'il peut presque le visualiser. Mais c'est pas avec des presque qu'on remporte des peluches à la fête foraine. Il a besoin de faire part de ce quelque chose à quelqu'un et qu'on lui renvoie la balle. « Il y a peut-être autre chose, » dit-il. Il est déjà en train d'imaginer une petite histoire qui reprendrait tous les points essentiels de son problème. Qui sait, peut-être que le regard neuf de Jérôme repérerait un détail qui lui aurait échappé. Peu probable, mais pas impossible. « J'aimerais avoir ton avis sur une question. T'as encore un peu de temps, là? Bien sûr. Ok. Alors, mets ça laisse à Odell. On va aller jusqu'à Big Licks. J'ai bien envie de me faire une petite glace à la fraise. Peut-être qu'on croisera le camion de Mr. Delis en route, remarque Jérôme. Ça fait 1 semaine qu'il fait sa tournée dans le coin. Et ses glaces, c'est une tuerie. Encore mieux, dit Hodges en se levant. C'est parti. Ils descendent la colline jusqu'au petit centre commercial à l'intersection de Harper Road et Hanover Street, Odell trottant paisiblement entre eux au bout de sa laisse détendue. Ils aperçoivent les immeubles du centre-ville, 3 kilomètres en contrebas, le City Center et le Midwest Art and Culture Center, dominant le bouquet de gratte-ciel. Le MAC n'est pas l'œuvre la plus remarquable de E.M. Pei, selon Hodges, non qu'on l'ait jamais sollicité sur la question. « Alors c'est quoi le délire ?» demande Jérôme. « Eh bien, commence Hodges, disons qu'il y a cet homme qui fréquente cette femme depuis un moment. Elle habite en centre-ville. Lui-même habite à Parsonsville. Une petite municipalité juste après Sugar Heights, pas aussi chic, mais loin d'être miteuse. J'ai des amis qui appellent Parsonsville Whiteyville, dit Jérôme. J'ai entendu mon père le dire une fois, et ma mère lui a dit de la fermer avec ses conneries racistes. C'est aussi comme ça que les amis de Jérôme, ses amis noirs, doivent appeler Sugar Heights. Ce qui fait penser à Hodges qu'il la joue plutôt fine jusque-là. Odell s'est arrêté pour renifler les fleurs de Mrs. Melbourne. Jérôme tire sur la laisse avant qu'il ne dépose un souvenir parfumé lui aussi. Donc, bref, résume Hodges. La dame a un appartement dans l'une des copropriétés du secteur de Bronson Park, Wheeland Avenue, Bronson Street, Lake Avenue, cette partie de la ville. Chouette coin aussi.
Ouais. Il va la voir 3 ou 4 fois par semaine. Des fois, ils vont au restaurant ou au cinéma, et il passe ensuite la nuit là-bas. Quand ça lui arrive, il gare sa voiture, une BMW, une belle bagnole, dans la rue en bas de chez elle, parce que c'est un quartier sûr, bien surveillé, bien éclairé. Et puis, le stationnement est gratuit de 7 heures du soir à 8 heures du matin. Si j'avais une BM, je la mettrais à l'abri dans un garage payant. Et tant pis pour le stationnement gratuit, dit Jérôme en tirant à nouveau sur la laisse. Odell, ça suffit! Les bons chiens ne mangent pas dans les caniveaux. Odell tourne la tête et lui jette un coup d'œil rapide, comme pour dire « Si tu savais tout ce que font les bons chiens ?» Ouais, les gens riches ont de drôles de conceptions de l'économie, dit Hodges en repensant à Mrs. T se justifiant de faire la même chose. Si vous le dites, ils sont presque arrivés au centre commercial. En descendant la colline, ils ont perçu plusieurs fois la musique guillerette du marchand de glace. Une fois tout proche, mais la voilà qui s'éloigne de nouveau, alors que Mr. Delis s'en va maintenant vers les quartiers résidentiels au nord de Harper Road. Donc, un jeudi soir, comme d'habitude, il va voir son ami. Il se gare en bas de la rue, vers la fin de la journée, il y a tout un tas de places libres, et ferme sa voiture à clé, comme d'habitude. Ils vont au restaurant à pied, prennent un bon repas, puis rentrent chez elle. Sa voiture est bien là, il la voit avant de monter. Il passe la nuit là-bas, et quand il quitte l'immeuble le lendemain matin, sa BM a disparu. Ils sont maintenant arrivés en face du glacier. Il y a un garage à vélo juste à côté. Jérôme y accroche la laisse d'Odell. Le chien s'allonge et pose son museau sur une de ses pattes. « Non, dit Hodges, elle est toujours là. » Il trouve que c'est une sacrée bonne variante de ce qui s'est réellement passé. Il y croit presque lui-même. Mais elle est garée dans l'autre sens, parce qu'elle est garée de l'autre côté de la rue. Jérôme lève les sourcils. « Ouais, je sais. Bizarre, hein? » Donc il traverse. Sa voiture a l'air intacte, fermée à clé, exactement comme il l'a laissée, sauf qu'elle n'est plus à la même place. Alors la première chose qu'il fait, c'est de vérifier s'il a bien la clé. Et oui, elle est toujours dans sa poche. Alors, que diable s'est-il passé, Jérôme, d'après toi? Je sais pas, monsieur Hodges. On dirait une énigme à la Sherlock Holmes. Un vrai problème à résoudre en 3 pipes, mais je ne vais pas vous demander de ne pas m'adresser la parole pendant 50 minutes. Jérôme arbore un sourire que Hodges n'arrive pas vraiment à percer et qu'il n'est pas certain d'aimer. Un sourire entendu. Hodges fouille dans les poches de son Levi's à la recherche de son portefeuille. Le costume était bien, mais c'est un soulagement pour lui de retrouver son bon vieux jean et son sweat des Indians. Il sort un billet de 5 et le tend à Jérôme. « Va commander. Je garde Odell en attendant. »« C'est pas la peine, il bougera pas. »« J'en doute pas, mais comme ça, t'auras le temps de réfléchir à mon petit problème en faisant la queue. Imagine que t'es Sherlock, ça t'aidera peut-être. »« Ok. » Tyrone Feelgood Delight sort de sa boîte. « Missier être Sherlock. Moi simple Dr. Watson. » Il y a un petit square tout au bout de Hanover Street. Hodges et Jérôme traversent au feu, vont se poser sur un banc et regardent une bande de jeunes collégiens aux cheveux en bataille risquer leur vie sur le bitume affaissé de la zone réservée aux skateurs. Odell, lui, partage son temps entre le spectacle des skateurs et celui des cônes glacés. « T'as déjà essayé ?» demande Hodges avec un signe de tête en direction des casse-cou. « Oh non, patron !» Jérôme le fixe avec de grands yeux écarquillés. « Moi être noir, moi passer mon temps libre sur les terrains de basket ou moi courir autour du stade. Nous les noirs courir très très vite. Tout le monde savoir ça. » « Je croyais t'avoir dit de laisser Tyrone Feelgood à la maison. » Hodges essuie la glace qui coule le long de son cône et tend un doigt dégoulinant à Odell, qui s'empresse de le nettoyer obligeamment. « Lui venait tout seul des fois, » déclare Jérôme. Puis Tyrone disparaît comme il est venu. « Y a pas d'amis. Y a pas de dame amie de l'ami et y a pas de BM. Vous parlez du tueur à la Mercedes. » Tant pis pour sa petite fiction. Admettons. Vous enquêtez là-dessus tout seul, monsieur Hodges? Hodges réfléchit très attentivement puis répète. Admettons. Est-ce que le site du parapluie bleu de Debbie a quelque chose à voir là-dedans? Admettons. Un des casse-cou tombe de son skate et se relève avec les 2 genoux écorchés. Un autre déboule en se moquant.
Casse-cou numéro 1 s'essuie un genou sanguinolent de la main, éclabousse casse-cou numéro 2 d'un éventail de gouttelettes de sang et repart sur son skate en hurlant « Sida! Sida !» Casse-cou numéro 2, carrément mort de rire, se lance à sa poursuite. « Bande de barbares !» murmure Jérôme. Il se penche pour gratter Odell derrière les oreilles, puis se redresse. « Si vous voulez qu'on en parle… » Embarrassé, Hodges l'interrompt. « Je ne pense pas qu'au point où j'en… Je comprends, mais j'ai bien réfléchi à votre petit problème pendant que je faisais la queue et j'ai une question. »« Vas-y. »« Votre ami Bidon, où est-ce qu'il avait son double de clé ?» Hodges reste immobile, épaté par la vivacité d'esprit du gamin. Puis il lèche un filet de glace rose qui dégouline le long de son cône. « Disons qu'il prétend n'en avoir jamais eu. Comme la propriétaire de la Mercedes l'a prétendu. » Oui, exactement. Vous vous souvenez quand je vous ai dit comment ma mère s'était énervée contre mon père quand il a appelé Parsonsville Whiteyville? Ouais. Vous voulez que je vous raconte comment une fois, c'est mon père qui s'est énervé contre ma mère? La seule fois où je l'ai entendu dire « C'est bien un truc de femme, ça ?» Si ça a un rapport avec mon problème, oui. Ma mère a une Chevrolet Malibu, rouge vif. Vous l'avez déjà vue garée dans l'allée? Oui. Mon père l'a achetée neuve il y a 3 ans et l'a offerte à ma mère pour son anniversaire. Elle en a poussé des glapissements de ravissement. Ouais, se dit Hodges. Tyrone Feelgood s'est bel et bien fait la malle. 1 an se passe, aucun problème. Puis vient le moment où il faut refaire le certificat d'immatriculation. Papa dit qu'il s'en occupera en rentrant du travail. Il sort chercher les papiers de la voiture, puis revient avec une clé à la main. Il n'est pas vraiment en rogne, juste fâché. Il lui dit que si elle laisse le double des clés dans la voiture, n'importe qui peut le trouver et s'en aller avec. Elle lui demande où il l'a trouvé. Il lui répond « Dans un sachet en plastique Ziploc avec sa carte grise, son assurance et le manuel d'utilisation qu'elle n'a jamais ouvert. Il y avait toujours la bande de papier autour qui disait « Merci d'avoir acheté votre nouvelle voiture chez Lake Chevrolet ». La glace à la fraise de Hodges continue de dégouliner, mais cette fois, il ne le remarque pas, même quand elle commence à couler sur sa main. Dans la boîte à gants, oui. Mon père lui a dit que c'était complètement irresponsable et ma mère lui a répondu… Jérôme se penche en avant, ses yeux bruns plongés dans les yeux gris de Hodges. Elle lui a répondu qu'elle ne savait même pas qu'il était là. C'est là qu'il a dit que c'était bien un truc de femme, ce qu'elle n'a pas du tout apprécié. Tu m'étonnes. Dans le cerveau de Hodges, tout un tas de connexions se font. Mon père lui dit « Chérie, suffit que t'oublies de fermer la voiture une seule fois, qu'un drogué passe par là, qu'il voit les loquets relevés et qu'il décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à voler. Alors, il fouille dans la boîte à gants, voit la clé dans l'emballage et se tire avec la bagnole à la recherche de quelqu'un qui voudrait bien acheter une Malibu sans quasiment aucune borne au compteur. » Et qu'est-ce que ta mère a répondu à ça? Jérôme sourit. La première chose qu'elle a faite, c'est de la lui faire à l'envers. Ma mère est championne pour ça. Elle lui a fait « C'est toi qui as acheté cette voiture et c'est toi qui l'as ramenée ici, donc tu aurais dû me le dire. » Moi, je suis en train de prendre mon petit-déj pendant ce temps, j'ai bien envie de lui dire « Maman, si t'avais ouvert le manuel d'utilisation au moins une fois, ne serait-ce que pour vérifier ce que veulent dire toutes ces jolies petites lumières sur le tableau de bord, mais je préfère la fermer. Mes parents ne se prennent pas souvent la tête, mais quand ça arrive, vaut mieux pas s'en mêler. Même ma sœur le sait, et elle n'a que 9 ans. » Il vient à l'esprit de Hodges que quand Corinne et lui étaient encore mariés, c'était quelque chose qu'Alison aussi savait. Puis elle a ajouté que jamais elle n'oublie de verrouiller sa voiture, ce qui, pour autant que je le sache, est vrai. Bref, la clé est maintenant suspendue à un crochet dans la cuisine, en sûreté et prête à remplacer la première en cas de perte. Hodges regarde les skateurs sans les voir. Il se dit que la mère de Jérôme n'avait pas tout à fait tort quand elle disait que son mari aurait dû lui remettre le double en même temps que la voiture, ou au moins lui dire où il se trouvait. Tu pars pas du principe que les gens vont faire un inventaire complet et tout trouver tout seul. Mais le cas d'Olivia Trelawney était différent. Elle avait acheté elle-même sa voiture. Elle aurait dû savoir. Sauf que le vendeur avait dû la submerger d'informations pratiques sur sa luxueuse acquisition. Ils sont très doués pour ça. Quand changer l'huile, comment utiliser le régulateur de vitesse et le GPS.
N'oubliez pas de ranger le double des clés en lieu sûr. La prise pour brancher votre téléphone portable se trouve ici. Voici le numéro de l'assistance routière si vous en avez besoin. Pour les feux de brouillard, tournez la molette vers la gauche. » Hodges se rappelle très bien le jour où il avait acheté sa première voiture neuve et comment il avait laissé le torrent d'informations après-vente lui passer au-dessus de la tête. « Ok, d'accord, ouais. » Ne pensant qu'au moment où il serait enfin au volant, goûtant le plaisir d'une conduite sans bruit de ferraille, respirant cette odeur incomparable de voiture neuve qui, pour l'acheteur, a le parfum de l'argent bien dépensé. Mais Mrs. T était obsessionnelle compulsive. Il pouvait concevoir qu'elle ait oublié le double dans la boîte à gants, mais si elle avait bien retiré sa clé du contact ce jeudi soir, n'aurait-elle pas aussi verrouillé la voiture? C'était ce qu'elle affirmait, ce qu'elle avait maintenu jusqu'au bout, et sincèrement, en y repensant... « Monsieur Hodges ?» Avec les nouvelles clés électroniques. C'est un procédé très simple en 3 temps, n'est-ce pas? Dit-il. 1, tu coupes le moteur. 2, tu sors la clé du contact. Si jamais tu oublies l'étape 2, un signal sonore t'avertit. Et 3, tu fermes ta portière et t'appuies sur le bouton avec le cadenas dessiné dessus. Pourquoi irais-tu oublier un truc aussi évident avec la clé juste là dans ta main? Y a pas plus débile comme gadget. Très vrai ça, monsieur Hodges. Mais il y a des débiles qui oublient quand même. Hodges est tellement pris dans ses pensées qu'il ne réfléchit pas avant de parler. Elle n'était pas débile. Nerveuse et émotive, mais pas stupide. Si elle a pris sa clé, j'ose imaginer qu'elle a aussi fermé sa voiture. Et la Mercedes n'a pas été forcée. Alors, même si elle a laissé le double dans la boîte à gants, comment le type a pu y avoir accès? Donc, c'est plus le mystère de la pièce fermée, c'est celui de la voiture fermée. Un problème à résoudre en 4 pipes, ça, monsieur Holmes. Hodges ne répond pas. Il est en train de tout ressasser. Que le double ait pu se trouver dans la boîte à gants lui semble maintenant évident. Mais est-ce que lui ou Pete avait déjà envisagé cette hypothèse? Il est quasiment sûr que non. Parce qu'ils pensaient comme des hommes? Ou parce qu'ils étaient furieux après Mrs. T et qu'ils voulaient qu'elle assume sa part de responsabilité? Et elle avait sa part de responsabilité, non? Pas si elle avait vraiment fermé sa voiture, se dit-il. « Monsieur Hodges, qu'est-ce que ce site de rencontre a à voir avec le tueur à la Mercedes ?» Hodges sort de ses pensées. Il était en immersion totale à l'intérieur de lui-même, et la remontée est plutôt longue et difficile. « J'ai pas envie de parler de ça maintenant, Jérôme. Mais peut-être que je peux vous aider ?» A-t-il déjà vu Jérôme aussi excité? Peut-être une fois, quand l'équipe de joute oratoire qu'il présidait pendant son année de première avait remporté le championnat interlycée de la ville. « Fais les recherches que je t'ai demandé de faire sur ce site, et tu me seras déjà d'une très grande aide, » dit Hodges. « Vous ne voulez pas me le dire parce que je ne suis qu'un gosse, c'est ça? » C'est en partie vrai, mais Hodges n'a absolument aucune intention de l'admettre. Heureusement, il se trouve qu'il y a une autre raison. « C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne fais plus partie de la police, et enquêter sur le massacre du City Center frôle l'illégalité. Si je trouve quelque chose, et que je n'en parle pas à mon ancien coéquipier, c'est lui qui supervise l'affaire maintenant, alors je serai en plein dedans. Tu as un bel avenir devant toi, et ce, peu importe l'université que tu choisiras d'honorer de ta présence. Qu'est-ce que je dirais à tes parents si tu es un jour impliqué dans une enquête par ma faute, considéré comme complice de mes agissements? » Jérôme reste silencieux, digérant l'information, puis il donne la fin de sa glace à Odell, qu'il accepte avec empressement. « Je comprends. »« Sûr? »« Ouais. » Jérôme se lève, et Hodges l'imite. « Toujours amis? »« Bien sûr. Mais si je peux vous être utile en quoi que ce soit, promettez-moi de demander. Vous savez ce qu'on dit, 2 avis valent mieux qu'1. » « C'est promis. » Ils entament la remontée de la colline. Odell trottine entre eux comme tout à l'heure, puis commence à prendre de l'avance quand Hodges ralentit, le souffle court. « Faut que je perde du poids, » dit-il à Jérôme. « Tu sais quoi? L'autre jour, j'ai fait craquer un pantalon en parfaitement bon état. »« Vous pourriez peut-être perdre 5 kilos, oui, » dit Jérôme avec diplomatie. « Multiplie ça par 2 et tu seras plus près du compte. »« Vous voulez vous arrêter 1 minute? »« Non. » Hodges se trouve puéril avec ses confidences sur son poids.
Mais il le pense vraiment. De retour à la maison, plus de grignotage. Tous les maudits snacks qui remplissent les placards et le frigo, direction la poubelle. Non, carrément dans les conteneurs extérieurs. Trop facile de craquer et d'aller repêcher des trucs dans la poubelle. « Jérôme, j'aimerais que tu gardes tout ça pour toi. Je peux te faire confiance ?» Jérôme n'a pas une seconde d'hésitation. « Mais bien évidemment, motus et bouche cousue. » « Bien. » Un pâté de maison plus loin, le camion de Mr. Delis carillonne à travers Harper Road et file vers Vinson Lane. Jérôme lui fait un salut de la main. Hodges ne saurait dire si le marchand de glace a répondu. « C'est maintenant qu'il est là, lui ?» dit-il. Jérôme se retourne avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Les marchands de glace, c'est comme les flics. »« Hein ? Jamais là quand on a besoin d'eux. » Brady roule tranquillement, respectant la limitation de vitesse, 30 km/h sur Vinson Lane, et n'entendant même plus le carillonnement métallique de Buffalo Gals que les haut-parleurs crachent au-dessus de sa tête. Il porte un pull sous sa veste blanche de Mr. Delis, car le chargement qu'il trimballe derrière lui est froid. « Comme mon esprit, » se dit-il. Sauf que mon esprit n'est pas seulement froid comme la glace. Il est aussi analytique. C'est une machine. Un Mac blindé de gigabits élevé à la puissance Googleplex. Il le braque sur ce qu'il vient juste de voir. Le gros flic remontant Harper Road Hill avec Jérôme Robinson et son setter irlandais au nom de Negro. Jérôme lui fait un salut de la main et Brady répond aussitôt, car c'est comme ça que l'on se fond dans la masse. Comme quand il écoute les diatribes interminables de Freddie Linklater lui relatant les déboires d'une lesbienne dans un monde hétéro et puritain. Kermit William, j'aimerais bien être jeune Hodges, et Jérôme, j'aimerais bien être blanc Robinson. De quoi l'étrange binôme peut-il bien parler? C'est quelque chose que Brady Hartfield aimerait bien découvrir. Peut-être qu'il finira par savoir si le flic mord à l'hameçon et démarre une conversation sur le site du parapluie bleu de Debbie. Ça avait carrément bien marché avec la connasse pleine aux as. Une fois qu'elle avait commencé à parler, plus rien n'avait pu l'arrêter. L'Offrette et son esclave noir. Et Odell. N'oublie pas Odell. Jérôme et sa petite sœur adorent ce chien. Il serait anéanti si quelque chose lui arrivait. Il ne lui arrivera probablement rien, mais peut-être qu'en rentrant ce soir, il fera encore des recherches Internet sur les poisons. De telles pensées s'agitent toujours dans l'esprit de Brady. Ce sont les araignées qu'il a au plafond. Ce matin, à DE, en faisant l'inventaire d'une nouvelle livraison de DVD pourris, pourquoi ils continuent d'en recevoir alors qu'ils essaient tant bien que mal d'écouler leur stock est un mystère qui restera à jamais irrésolu. Il lui est venu à l'esprit qu'il pourrait utiliser son gilet suicide pour assassiner le président, Mr. Barack, j'aimerais bien être blanc Obama, partir dans des flammes de gloire. Barack vient souvent en visite dans cet état, car c'est crucial pour sa réélection. Et quand il passe par là, il s'arrête dans cette ville. Il fait un meeting, parle d'espoir, et blablabla, et blablabla. Brady était en train de monter un plan pour éviter les détecteurs de métaux et les différents contrôles de sécurité quand Tones Frobisher l'avait sonné pour l'envoyer sur un dépannage. Une fois sur la route, dans une des coccinelles vertes de la cyberpatrouille, il pensait déjà à autre chose. Brad Pitt, pour être exact. Putain de sexe symbole. Mais il a des idées qui s'incrustent des fois. Un petit garçon joufflu court vers lui en brandissant un billet. Brady se range sur le côté. « Je veux du chocolat !» braie le petit garçon. « Et je veux de la chantilly dessus !» « Pas de problème, gros lard de Fayot, pense Brady en sortant son sourire le plus charmant. « Nique ton cholestérol autant que tu veux. Je te donne pas plus de 40 années à vivre. Et qui sait, peut-être que ta première crise cardiaque ne te tuera pas. Mais elle t'arrêtera pas non plus. Ça non. Pas dans un monde saturé de bière, de whoppers et de glace au chocolat. Pas de problème, mon petit gars. Ça arrive tout de suite. Chocolat supplément chantilly. Comment s'est passée l'école? T'as eu de bonnes notes? Ce soir, au 63 Harper Road, pas de télé. Pas même pour les informations. Et pas d'ordinateur non plus. À la place, Hodges sort son bon vieux carnet de notes.
Janelle Patterson dit qu'il est de la vieille école. Eh bien oui, c'est vrai. Mais il ne s'en excusera pas. C'est comme ça qu'il a toujours travaillé et qu'il travaille le mieux. Assis dans un magnifique silence, il relit la lettre que Mr. Mercedes lui a envoyée. Puis, il lit celle de Mrs. T. Il passe de l'une à l'autre pendant au moins 1 heure, les examinant ligne par ligne. La lettre de Mrs. T étant une copie, il n'hésite pas à la noter et à entourer certains mots. Il clôt la première étape de cette procédure en relisant les 2 lettres à voix haute. Il prend différentes voix, car Mr. Mercedes s'est mis dans la peau de 2 personnages différents. La lettre que Hodges a reçue est jubilatoire et arrogante. « Ha ha, pauvre crétin pathétique, elle dit. Ta vie est triste à mourir et tu le sais. Alors pourquoi ne pas en finir tout de suite ?» Alors que celle d'Olivia a un ton angoissé et mélancolique, chargé de remords, et se complaît dans l'évocation de traumatismes d'enfance. Mais on y retrouve aussi l'idée de suicide, sous couvert de compassion cette fois. Je comprends totalement, car c'est aussi ce que je ressens. Il finit par ranger les lettres dans un dossier qu'il intitule « Tueur à la Mercedes ». Il n'y a rien d'autre dans le dossier, ce qui veut dire qu'il est ridiculement plat. Mais si Hodges est toujours aussi bon dans son boulot, il se remplira rapidement de pages et de pages de notes. Il reste assis là pendant 15 minutes, les mains croisées sur son abdomen trop volumineux, tel un Bouddha en pleine méditation. Puis il tire le carnet à lui et commence à écrire. Je crois que j'avais raison pour la plupart des diversions stylistiques. Dans la lettre à Mrs. T, il n'utilise pas de point d'exclamation, pas de lettres capitales, et que très peu de paragraphes d'une phrase. Celles de la fin sont là pour accentuer l'effet dramatique. J'avais tort pour les guillemets, il les utilise souvent. Souligne aussi beaucoup. Tout bien considéré, il n'est peut-être pas jeune. Il se peut que je me sois trompé à ce sujet. Mais il pense à Jérôme, qui en a déjà oublié plus, questions informatiques et Internet, que Hodges n'en apprendra jamais. Et à Janelle Patterson, utilisatrice de Skype et capable de scanner la lettre de sa sœur pour en faire une copie. Janelle Patterson, qui doit bien avoir 20 ans de moins que lui. Il reprend son stylo. Mais je ne pense pas. Sûrement pas adolescent. Bien que ce ne soit pas à exclure. Mais disons entre 20 et 35 ans. Intelligent. Un bon vocabulaire, de jolies métaphores. Il parcourt les lettres une fois de plus et note certaines de ses tournures marquantes. Aussi discret qu'une petite souris. De la confiture de fraises dans un sac de couchage. La plupart des gens sont des moutons, et les moutons ne mangent pas de viande. Rien qui nous ferait oublier Philippe Roth, mais Hodges trouve que ces formules témoignent d'un certain talent pour l'écriture. Il en repère une autre et la rajoute à sa liste. Qu'ont-ils fait pour vous, à part vous traquer comme une bête et vous causer des insomnies? Il tapote la pointe de son stylo sur cette dernière phrase, créant une constellation de minuscules points bleu foncé. Il pense que la majorité des gens auraient écrit « vous donner des insomnies » ou « vous empêcher de dormir la nuit ». Mais ces expressions n'étaient pas assez bien pour Mr. Mercedes, car il est un jardinier semant des graines de doute et de paranoïa. Ils en ont après vous, Madame T, et n'ont-ils pas raison, parce que vous avez laissé la clé sur le contact. La police le dit, je le dis, et j'étais là. Comment pourrions-nous avoir tous tort? Il note toutes ces idées dans son carnet, les encadre et tourne la page. Le meilleur indice d'identification reste « criminel » au lieu de « criminel ». Il fait l'erreur dans les 2 lettres. Et aussi les traits d'union intempestifs, comme à « fait divers »,« mauvais garçon », « qui que ce soit »,« salaire de misère ». Si j'arrive à choper ce type et à lui faire écrire quelque chose, je suis sûr de l'avoir. De telles empreintes stylistiques ne suffiraient pas à convaincre un jury. Mais Hodges, oui, complètement. Il se renfonce dans son fauteuil, la tête inclinée sur le côté.
le regard perdu dans le vide. Il ne se rend pas compte du temps qui s'écoule. Pour Hodges, le temps, qui s'est suspendu si lourdement au-dessus de sa tête depuis qu'il est à la retraite, n'existe plus. Puis il se penche de nouveau en avant, son fauteuil de bureau poussant un cri de protestation qu'il entend à peine, et écrit en grandes lettres capitales « Est-ce que le type à la Mercedes m'observe ?» Hodges en jurerait. C'est son modus operandi. Ce type a suivi la médiatisation calomnieuse de Mrs. Trelawney dans la presse. Regardez ses 2 ou 3 apparitions à la télé, brusques et peu flatteuses, elles avaient fait descendre en flèche sa cote déjà très basse de popularité. Il a aussi très bien pu patrouiller devant sa maison. Hodges devrait demander à Radney Peoples si lui ou un de ses collègues avait remarqué la présence suspecte d'une voiture allant et venant dans le quartier de Sugar Heights les semaines précédant le suicide d'Olivia. Quelqu'un avait bien tagué « salope de tueuse » sur son portail. Combien de temps avant le suicide? Peut-être que c'était Mr. Mercedes lui-même qui l'avait fait. Et bien sûr, il avait pu apprendre à mieux la connaître, bien mieux la connaître, si elle avait répondu à son invitation sous le parapluie bleu de Debbie. Et puis il y a moi, se dit-il, et il regarde la façon dont sa lettre se termine. Je ne voudrais pas que vous vous mettiez à penser à votre arme, suivi de « mais vous y pensez déjà, n'est-ce pas ?» Est-ce que Mr. Mercedes parle de son arme de service théorique, ou bien a-t-il vu le calibre 38 avec lequel il arrive à Hodges de jouer? Impossible à dire, mais je pense que oui. Il sait où j'habite, et on peut voir l'intérieur de mon salon depuis la rue. C'est donc possible. Au lieu de l'effrayer et de le mettre mal à l'aise, l'idée d'être observé remplit Hodges d'excitation. S'il pouvait faire concorder un véhicule qu'un des vigiles de Sugar Heights aurait repéré avec un véhicule qui passerait un temps anormalement long dans Harper Road, c'est là que le téléphone se met à sonner. « Salut, Monsieur H. »« Quoi de neuf, Jérôme ?»« Je suis sous le parapluie. » Hodges met son carnet de côté. Les 4 premières pages sont remplies de notes désordonnées. Les 3 suivantes sont un résumé détaillé de l'affaire. Comme au bon vieux temps. Il se balance dans son fauteuil. « Donc j'imagine que ça n'a pas fait planter ton ordinateur. »« Niet, pas de virus. Et j'ai déjà 4 demandes d'amis. Il y en a une qui vient d'Abilene, Texas. Elle dit qu'elle s'appelle Bernice, mais que je peux l'appeler Bernie, avec un i. Elle a l'air hyper canon. Et je vous dirai pas que je suis pas tenté. Mais c'est probablement un vendeur de chaussures travesti de Boston qui vit encore chez sa mère. Internet, mec, une vraie mine d'or. » Hodges sourit. « Bon, d'abord, quelques informations générales que j'ai trouvées en farfouillant sur le dit Internet, mais surtout avec l'aide de quelques geeks étudiants en informatique de l'université. Vous êtes prêts ?» Hodges reprend son carnet et l'ouvre à une nouvelle page. « Vas-y, balance. » C'est exactement ce qu'il disait à Pete Huntley quand ce dernier avait du nouveau sur une affaire. « Ok, mais d'abord, vous savez quel est l'atout le plus précieux d'Internet? » « Non. » Et repensant à Janet Patterson. « Je suis de la vieille école, moi. » Jérôme rigole. « Ça pourrait être de la vieille école, mais ça fait partie de votre charme. » Hodges, ironique. « Oh, merci, Jérôme. » L'atout le plus précieux, c'est la confidentialité, et c'est aussi l'atout du parapluie de Debbie. À côté, Facebook ressemble à une ligne téléphonique partagée des années 50. Des centaines de sites confidentiels dans ce genre-là sont apparus depuis le 11 septembre. C'est l'époque où les gouvernements des pays développés ont commencé à devenir un peu trop curieux. Les autorités craignent le net, mec, et elles ont raison de le craindre. Bref, la plupart de ces sites, qui ont une PC draconienne, PC pour politique de confidentialité, sont basés en Europe centrale. Ils sont aux sites de rencontre ce que la Suisse est au compte en banque. Vous me suivez? Ouais. Les serveurs du parapluie de Debbie sont basés à Olovo, en Bosnie, une ville qui, jusqu'en 2005 à peu près, était principalement connue pour ses corridas. Serveurs cryptés. Je vous parle d'un niveau de sécurité digne de la NASA, là. Le traçage est impossible, sauf si la NSA ou le TWU, c'est l'équivalent chinois de la NSA, ont mis au point un logiciel top secret dont personne ne connaît l'existence. Et même si c'était le cas, pense Hodges,
il ne s'en servirait pas dans le cadre d'une affaire comme celle du tueur à la Mercedes. Ce site a une autre caractéristique, particulièrement pratique en ces temps de sexto et de scandales pédophiles. Monsieur H, ça vous est déjà arrivé de vouloir imprimer une image ou un article trouvé sur Internet et de ne pas pouvoir y arriver? Quelquefois, oui. Tu cliques sur imprimer et l'aperçu avant impression est une page blanche. C'est énervant. Pareil avec le parapluie de débit. Mais Jérôme n'a pas l'air énervé. Il a l'air admiratif. J'ai fait un peu connaissance avec ma nouvelle amie Bernie. Vous savez, le temps qu'il fait, nos groupes préférés, ce genre de trucs. Et quand j'ai voulu imprimer notre conversation, une bouche barrée d'un doigt avec écrit « chut » est apparue. Bon, vous pouvez quand même faire une copie de la conversation si vous voulez. Je veux, pense Hodges en regardant affectueusement son carnet rempli de notes. Mais il faut passer par une capture d'écran ou un truc comme ça, ce qui n'est pas franchement pratique. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de confidentialité? Ces gars-là ne rigolent pas. Hodges voit très bien ce qu'il veut dire. Il retourne à la première page de son carnet et entoure une de ses premières notes. Calé en informatique. Moins de 50 ans? Une fois sur le site, il y a 2 options. S'identifier ou créer un compte. Comme j'avais pas d'identifiant, j'ai cliqué sur créer un compte. Si vous voulez parler avec moi sous le parapluie de débit, je suis Tyron 40. Puis il y a un questionnaire à remplir, âge, sexe, centre d'intérêt, tout ça, quoi. Et ensuite, on vous demande vos coordonnées bancaires. C'est 30 $ le mois. Je l'ai fait parce que j'ai foi en votre capacité de remboursement. Ta foi sera récompensée, mon fils. Le site réfléchit pendant à peu près 2 minutes. Le parapluie tourne sur lui-même et l'écran indique « Patienter ». Puis, il vous sort une liste de contacts qui ont des centres d'intérêt similaires aux vôtres. Vous en cochez 2 ou 3 et bientôt vous jonglez entre les conversations. Est-ce que les gens peuvent s'en servir pour échanger du contenu porno? Je sais que le site certifie que non, mais... Pour échanger des fantasmes, oui, mais pas d'images. Même si j'imagine que certains pervers, pédophiles, fétichistes de l'écrasement ou autres, pourraient très bien rediriger leurs correspondants sur des sites où de telles images sont bel et bien disponibles. Hodges s'apprête à demander ce qu'est un fétichiste de l'écrasement, puis décide qu'il n'a finalement pas envie de savoir. Donc principalement du bavardage inoffensif. Eh bien quoi? J'imagine aussi qu'il y a des tarés qui pourraient s'en servir pour s'échanger du lourd. Genre comment construire une bombe ou ce style de truc. Admettons que j'ai déjà un compte. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Vous en avez un? L'excitation est revenue dans la voix de Jérôme. Admettons que oui. Ça dépend si c'est vous qui l'avez créé ou quelqu'un qui veut discuter avec vous. Un identifiant qu'il vous aurait transmis par téléphone ou par mail. Hodges sourit. Jérôme, en véritable enfant de son siècle, n'envisage même pas que l'information puisse encore circuler par un moyen de communication aussi désuet que la lettre. Disons que quelqu'un vous a créé un compte, poursuit Jérôme. Le gars qui a volé la Mercedes, par exemple. Disons qu'il a envie de discuter avec vous de ce qu'il a fait. Jérôme attend. Hodges ne dit rien, mais il n'en est pas moins admiratif. Après quelques secondes de silence, Jérôme reprend. Bon, vous pouvez pas m'en vouloir d'essayer. Bref, allez-y et entrez votre identifiant. Quand est-ce que je paye les 30 $? Vous ne payez rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà payé pour vous. Jérôme a maintenant l'air sérieux, carrément grave. J'ai probablement pas besoin de vous dire ça, monsieur Hodges, mais soyez prudent. Parce que si vous avez déjà un compte, c'est que ce type vous attend. Brady s'arrête sur le chemin du retour pour leur prendre à emporter. Sandwich de chez Little Chef pour ce soir. Mais quand il rentre, sa mère est déjà complètement chlasse sur le canapé. Il y a une autre de ces émissions de pseudo-réalité débile qui passe à la télé. Cette fois, on pousse carrément de jolies jeunes femmes à se prostituer pour un célibataire beau gosse qui a l'air d'avoir un QI de lampadaire. Maman a déjà mangé, plus ou moins. Sur la table basse, il y a une bouteille de Smirnoff à moitié vide et 2 flacons de Nutraslim. Pour un goûter en enfer, c'est un goûter en enfer, se dit-il. Mais au moins elle est habillée. Jean et sweat du City College. Juste au cas où, il sort le sandwich de son emballage et le promène sous le nez de sa mère,
Mais tout ce qu'il obtient, c'est un grognement et un mouvement de tête. Alors, il décide de le manger lui-même et de mettre l'autre dans son frigo perso. Quand il revient du garage, le célibataire beau gosse est en train de demander à l'un de ses potentiels joujoux sexuels, une blonde bien sûr, si elle aime préparer le petit déjeuner. Réponse aguicheuse de la blonde. « Tu prends quelque chose de chaud le matin ?» L'assiette avec son sandwich à la main, il observe sa mère. Il sait qu'il est fort possible qu'un soir, en rentrant du travail, il la trouve morte. Il pourrait même lui donner un petit coup de main, ramasser un des coussins et le poser sur son visage. Ce ne serait pas la première fois qu'un meurtre serait commis dans cette maison. Sa vie changerait-elle pour le meilleur ou pour le pire? Sa peur, inarticulée par son esprit conscient mais stagnant quelque part en dessous, c'est que rien ne change. Il descend au sous-sol, allumant les lumières et les ordinateurs grâce à la reconnaissance vocale. Il s'assoit devant le poste 3 et va sur le parapluie de débit, certain qu'à l'heure qu'il est, le gros flic aura mordu à l'hameçon. Mais rien. Il frappe du poing dans sa main et ressent une pulsation sourde au niveau des tempes, signe avant-coureur d'un mal de tête inévitable, une migraine qui l'empêchera de dormir presque toute la nuit. L'aspirine ne fait rien contre ce genre de migraine. Il les appelle les petites sorcières. Sauf que des fois, les petites sorcières sont grandes. Il sait qu'il existe des médicaments capables de soulager d'aussi violents maux de tête. Il a fait des recherches sur Internet, mais impossible de s'en procurer sans ordonnance, et Brady a une peur bleue des docteurs. S'il découvrait qu'il a une tumeur au cerveau, ou pire, selon Wikipédia, un glioblastome multiforme. Et si c'était pour ça qu'il a tué tous ces gens au Forum de l'Emploi? Sois pas stupide. Tu serais mort depuis des mois. Ok. Mais imaginons que les docteurs associent ces migraines à un signe de maladie mentale. Une schizophrénie de type paranoïaque, par exemple. Brady sait qu'il est malade mental. Bien sûr qu'il l'est. Les gens normaux ne foncent pas sur des foules de gens avec leur voiture et n'envisagent pas de commettre un attentat suicide contre le président des États-Unis. Les gens normaux ne tuent pas leurs petits frères. Les hommes normaux ne s'arrêtent pas devant la chambre de leur mère en se demandant si elle est nue. Mais les hommes anormaux n'aiment pas que les gens sachent qu'ils sont anormaux. Il éteint son ordinateur et erre sans but dans sa salle de contrôle. Il s'empare de truc 2, puis le repose. Même ça, c'est pas un truc original. Il l'a découvert après coup. Ça fait des années que les voleurs de voitures utilisent ce genre de gadget. Il n'a jamais osé le réutiliser depuis la dernière fois avec la Mercedes de Mrs. Trelawney. Mais peut-être qu'il est temps de sortir ce bon vieux truc 2 de sa période d'hibernation. C'est fou ce que les gens laissent traîner dans leur voiture. Se servir de truc 2 est un peu dangereux, mais pas tant que ça. Pas s'il fait attention. Et Brady peut être très prudent. Putain de flic de merde! Pourquoi n'a-t-il pas mordu à l'hameçon? Brady se frotte les tempes. Hodges n'a pas mordu à l'hameçon, car il connaît l'enjeu. Tapis. S'il envoie le mauvais message, il n'entendra plus jamais parler de Mr. Mercedes. En revanche, s'il fait ce qu'il est persuadé que Mr. Mercedes attend de lui, tentative faussement discrète et maladroite pour découvrir qui il est, ce fils de pute rusé tentera de le ferrer. La question à se poser, avant de commencer, est simple. Qui des deux sera le poisson et qui sera le pêcheur? Il doit écrire quelque chose, car tout ce qu'il a, c'est ce site du parapluie bleu. Il ne peut faire appel à aucun des contacts qu'il a encore dans la police. Les lettres que Mr. Mercedes a envoyées à Olivia Trelawney et à Hodges lui-même ne valent rien sans suspect. De plus, une lettre n'est qu'une lettre, alors qu'une correspondance Internet est un dialogue, dit-il. Sauf qu'il a besoin d'un appât. L'appât le plus appétissant possible. Il pourrait lui faire croire qu'il est suicidaire. Ce ne serait pas bien difficile, étant donné qu'il l'était il n'y a pas si longtemps. Il est sûr que la mort et ses attraits sont un sujet de conversation qui pourrait tenir Mr. Mercedes en haleine pendant un bon moment. Mais combien de temps
avant que celui-ci ne réalise qu'on l'a mené en bateau. Ce n'est pas un de ces paumés drogués qui croient vraiment que la police lui donnera le million de dollars qu'il réclame et le 747 avec lequel il s'envolera pour le Salvador. Mr. Mercedes est quelqu'un de très intelligent, qui se trouve être fou. Hodges pose son carnet sur ses genoux et l'ouvre à une nouvelle page. En plein milieu, il écrit ces 3 mots. « Taquiner le poisson ». Il encadre cette phrase et place le carnet dans le dossier qui commence à s'étoffer. Il reste assis là un petit moment, à regarder la photo de sa fille en fond d'écran. Sa fille qui n'a plus 5 ans. Sa fille qui ne le prend plus pour Dieu. Bonne nuit, Ellie. Il éteint son ordinateur et va se coucher. À sa plus grande surprise, il réussit à dormir. À 2h19, sur son réveil électronique, il se réveille, la réponse aussi lumineuse qu'une enseigne de bar dans son esprit. C'est risqué, mais c'est la seule chose à faire. Le genre que l'on fait sans hésiter ou pas du tout. Il va dans son bureau, gros fantôme pâle en boxer short. Il allume son ordinateur, va sur le site du parapluie bleu de Debbie et clique sur « Commencer ». Une nouvelle image apparaît. Cette fois-ci, le couple est installé sur ce qui semble être un tapis volant, flottant au-dessus d'une mer infinie. La pluie argentée continue de tomber, mais ils sont toujours à l'abri sous le parapluie bleu. Il y a 2 cases sous le tapis. Créer un compte à gauche et s'identifier à droite. Hodges clique sur « S'identifier » et entre « Kermit Frog 19 » dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Il appuie sur la touche « Entrée » de son clavier et un nouveau message s'affiche. « Merci Tueur veut chatter avec vous. Voulez-vous chatter avec Merci Tueur? O-N ». Il place le curseur de la souris sur « O » et clique. L'encadré pour écrire le message apparaît. Hodges tape rapidement, sans la moindre hésitation. À 5 kilomètres, au 49 Elm Street, à Northfield, Brady Hartsfield n'arrive pas à dormir. La douleur martèle sa tête. Il pense « Frankie. Mon frère qui aurait dû mourir quand il s'est étranglé avec ce morceau de pomme. La vie aurait été tellement plus simple si les choses s'étaient passées comme ça. » Il pense à sa mère, qui oublie parfois sa chemise de nuit et s'endort à poil. Mais plus que tout, il pense au vieux flic. Il finit par se lever et quitter sa chambre, s'arrêtant un instant devant la chambre de sa mère, l'écoutant ronfler. Le son le moins érotique de tout l'univers, se dit-il. Mais il s'arrête quand même. Puis il descend, ouvre la porte du sous-sol et la referme derrière lui. Debout dans le noir, il dit « Contrôle !» Mais sa voix est trop rauque, et la pièce reste plongée dans l'obscurité. Il s'éclaircit la voix et réessaye. « Contrôle !» Les lumières s'allument. Chaos démarre les ordinateurs, et ténèbres stoppe le compte à rebours des 7 écrans. Il s'installe devant le poste 3. Parmi la flopée d'icônes, il y a un petit parapluie bleu. Il clique dessus, sans avoir conscience qu'il retient sa respiration jusqu'à ce qu'il relâche tout son souffle dans un long râle. Kermit Frog 19 veut discuter avec vous. Voulez-vous discuter avec Kermit Frog 19? O-N. Brady clique sur O et se penche en avant. Pendant un instant, la jubilation se lit sur son visage, jusqu'à ce que la perplexité s'insinue. Et alors qu'il lit le message encore et encore, la perplexité se mue d'abord en rage, puis en pure fureur. J'ai vu pas mal d'aveux bidons dans ma vie, mais alors là, chapeau. Je suis retraité, mais pas stupide. Des éléments de preuve prouvent que vous n'êtes pas le tueur à la Mercedes. Alors va te faire foutre, connard. Brady réfrène une envie presque insurmontable de balancer son poing à travers l'écran de son ordinateur. Il reste assis au fond de sa chaise, tremblant de tous ses membres, les yeux agrandis par la stupeur. 1 minute s'écoule, 2, 3. Je vais bientôt me lever de ma chaise, pense-t-il. Me lever
et retourner me coucher. Mais quel bien ça lui fera. Il n'arrivera pas à dormir de toute façon. Espèce de gros enculé, murmure-t-il sans se rendre compte que de chaudes larmes ont commencé à perler au coin de ses yeux. Espèce d'abruti de gros enculé de merde. C'était moi, c'était moi, c'était moi. Des éléments de preuve. C'est impossible. Il ne veut pas rater l'occasion de faire du mal à ce gros tas de vieux flics et avec cette idée, la capacité à réfléchir lui revient. Comment s'y prendre? Il considère la question pendant près d'une demi-heure, envisageant puis rejetant différents scénarios. La réponse, quand elle lui vient, est d'une élégante simplicité. L'ami du gros flic, son seul ami, d'après ce que Brady a pu constater, est un petit nègre avec un nom de blanc. Et qu'est-ce que ce petit nègre aime par-dessus tout? Qu'est-ce que la famille du petit nègre aime par-dessus tout? Le setter irlandais, bien sûr, Odell. Brady repense à son vieux fantasme des glaces empoisonnées et se met à rire. Il repart sur Internet et commence ses recherches. « Mes petites vérifications préalables », se dit-il, et il sourit. Au bout d'un moment, il s'aperçoit que sa migraine a disparu.